Bonjour à tous, je suis Olivier Goll, donc je suis le fondateur d'October, qui est une plateforme de prêt aux entreprises, c'est-à-dire que concrètement, on permet à des prêteurs particuliers et institutionnels d'emprunter de l'argent, de prêter de l'argent directement à des entreprises européennes. On opère aujourd'hui dans 5 pays, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Allemagne. Beaucoup de similitudes d'ailleurs avec Conto sur l'implantation géographique. Je fais déjà un peu de teasing. C'est utile. On opère dans ces 5 pays. On est une entreprise qui a été créée en octobre 2014. C'est la date à laquelle est paru le décret qui a ouvert une brèche dans le monopole bancaire. Et tout ça nous a permis de prêter un peu plus de 600 millions d'euros dans ces 5 pays. Et aujourd'hui, on fait partie du Next 40, les fameuses 40 entreprises de technologie censées avoir un avenir. A priori, ils ne se sont pas trompés dans le choix. On verra. On verra. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, alors justement, comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que finalement October aujourd'hui fait partie de ce Next 40? Comment tu as réussi et ton équipe, parce que j'imagine que tu n'es pas seul. Heureusement, sinon le bureau serait fermé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait que toi, October, et pourquoi pas d'autres? Alors d'abord, il faut savoir que sur ce marché des plateformes de prêt, c'était une véritable foire d'empoigne en octobre 2014, parce que quand ce monopole bancaire s'est ouvert, tout le monde a eu envie de faire ce métier. En se disant, c'est un métier fantastique, un énorme marché. Le prêt aux PME, c'est une centaine de milliards d'euros par an prêtés aux entreprises dans chacun des grands pays européens. Donc on voit la taille du marché. Et le raisonnement simpliste et facile, c'est de dire, écoutez, il y a un gros marché, même si j'en prends une toute petite part, je vais faire quelque chose de très gros. Et tout le monde s'est lancé. En oubliant une première chose, c'est quand vous lancez dans le prêt aux entreprises, vous avez dès le premier jour un énorme problème de poulet d'œuf. Mettez le premier dossier en ligne sur votre plateforme. La grande question qui se pose, c'est comment vous faites pour le financer? Où allez-vous chercher les prêteurs qui vont répondre présent? Et si vous le faites à coût de prêteurs particuliers, ça vous coûte très cher en coût d'acquisition. Et je pense que le premier grand mouvement stratégique intéressant d'October, ça a été de dire, OK, on va aller chercher des investisseurs particuliers, mais pour ne pas se ruiner en coût d'acquisition, on va également aller chercher des institutionnels. Et aujourd'hui, c'est cette dualité de prêteurs qui nous a permis de ne jamais se poser la question de est-ce qu'on avait assez de prêteurs pour financer les dossiers qu'on trouvait. Donc aujourd'hui, sur October, vous pouvez retrouver peut-être certains d'entre vous avec leur smartphone qui viendront prêter aux côtés de la Caisse des dépôts, de CDP, la Caisse des dépôts italienne, du Fonds européen d'investissement, de Generali, de Groupama, d'Allianz, de CNP, etc. Voilà. Ça a été le premier grand mouvement stratégique. Le deuxième, c'est de comprendre que ce métier qui peut paraître très simple, en fait, une plateforme de prêt, on pourrait se dire, après tout, ce n'est qu'un site de commerce électronique sur lequel on met un produit, au lieu de mettre une bouteille d'Évian, là, comme j'ai sur la table, on met un prêt, puis on l'achète en ligne, et puis on a fait le matching entre le prêteur et l'emprunteur. Et dès le début, on s'est dit que ce n'était pas ça. Même avec une belle user interface, une belle interface utilisateur, ce n'est pas ça le métier. Le métier consiste à accumuler de la data, accumuler de l'intelligence pour prendre des décisions plus rapides, pour prendre des décisions plus intelligentes aussi. Plus intelligentes, c'est-à-dire mieux éclairées sur la fraude, sur plein de choses. Et dès le début, on a investi énormément dans la technologie, de manière assez ingrate, parce que ça ne se voyait pas. Et c'est maintenant que ça se voit précisément. Et donc ça a été les deux grands mouvements, résoudre ce problème de poulet d'œuf et mettre la technologie au centre de tout. Et ça fera sûrement une bonne transition pour expliquer ce qu'on fait avec Conto plus tard. Merci beaucoup. Alors justement, au niveau de ton modèle, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à la fois à être attractif, efficient des deux côtés? Parce qu'il y a des prêteurs, il y a des emprunteurs. Comment est-ce que tu arrives finalement à faire en sorte que des deux côtés, les personnes soient satisfaites? Alors ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai sujet. C'est un sujet qu'on a depuis le premier jour et qui nous quittera jamais. Quand vous proposez des prêts à des prêteurs, vous êtes obligé de vous soucier de la qualité.
de ce que vous proposez. Vous êtes obligé de vous soucier du taux de défaut potentiel. Parce que si vous leur proposez que des dossiers qui ne tiennent pas la route, forcément, ils fuiront à un moment donné et ils se retourneront contre vous. Donc, bien évidemment, de la demande, on en a par centaines de millions, par plusieurs milliards. Donc, il suffit d'ouvrir le robinet, on pourrait produire tout ce qu'on veut. Mais il faut toujours le produire en conscience pour tenir dans la durée. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé pour faire ça en conscience, c'est nous, en tant que dirigeants de l'entreprise, prêter sur tous les dossiers qui passent sur la plateforme depuis le premier jour, de manière à montrer un alignement d'intérêt avec nos prêteurs et s'assurer qu'on ne va pas trop loin dans le risque pris, dans la qualité de ce qu'on propose. Et pour vous donner une idée, depuis l'origine, c'est plus de 10 millions d'euros qui ont été prêtés par l'équipe pour montrer un alignement d'intérêt avec nos clients. Pour notre plus grand bonheur jusqu'à ce jour, puisqu'on a toujours servi des rendements positifs. Et ce qui fait que quand on est exposé comme ça à une grande diversité de projets, on gagne de l'argent grâce à ces prêts. Mais avec ce qu'appellent les Anglais du skin in the game. Très bien. Alors justement, au niveau de l'expérience client, c'est aussi un axe fort de différenciation chez October. Et quand on a préparé cette table ronde, tu m'as dit, mais l'expérience client, il y a ce qui se voit, mais c'est aussi ce qui ne se voit pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr. Je vais me raccrocher à l'exemple Conto, par exemple, parce que on a eu la chance d'avoir Elisabeth juste avant sur la tribune. L'exemple Conto, c'est un bon cas. C'est un client qui est client Conto, qui voit un petit onglet « Se financer ». Il clique sur ce bouton, autorise Conto à nous transmettre par API, c'est-à-dire automatiquement, 12 mois d'historique bancaire, sans rien faire. Il clique sur le bouton, il dit en conscience « J'autorise Conto à transmettre ces données à October » et qui reçoit instantanément une proposition de prêt. Voilà, selon ce que vous avez dit, on doit pouvoir vous prêter. Maintenant, répondez s'il vous plaît à 5 questions. On lui demande d'autocollant de document, on lui demande de répondre à 5 questions. 5 questions assez simples auxquelles il répond et il a ensuite une décision ferme et instantanée. Là, quelqu'un parlait tout à l'heure des process avec les temps. Là, c'est vraiment l'histoire de 3 minutes. 3 minutes entre je suis sur mon compte Conto alors que je suis client Conto et le moment où j'ai une offre ferme de prêt. Je transmets quelques éléments de KYC, pas tous, parce que là aussi, on évite la redondance. On a la chance d'avoir Conto qui peut déjà nous en fournir. Donc, on ne répète pas. C'est une question de votre collègue tout à l'heure. Est-ce que chez Orange ou LCL, on répète les docs, etc. Là, non, justement, on essaie d'éviter ce point de friction. On a tous vécu ça dans l'expérience bancaire pro. Un client, un pro à qui on demande ses liasses fiscales. On dit, mais je comprends pas, je suis client de votre banque, je vais transmettre toutes les années les liasses fiscales. Oui, mais c'est pour le service compliance. Désolé, c'est autre chose. Et vous n'êtes pas interfacé avec le service? Non. Donc vous les retransmettez. Pareil, pourquoi demander un cabis à un client quand le cabis, vous pouvez l'acheter pour rien du tout pour son compte? Donc demander le cabis à un client, c'est juste l'embêter. Le client ne sait pas où aller chercher le cabis. Ce n'est pas une opération habituelle pour lui. Donc il va perdre du temps, ça va l'énerver. Donc tout ce que vous pouvez enlever comme point de friction, vous l'enlevez. Et ça, c'est vraiment clé. Et là, c'est fantastique parce qu'imaginez qu'on fait des prêts sans demander une liasse fiscale en bilan jusqu'à 30 000 euros. On fait non seulement des prêts, mais on fait également des PGE. Ça aussi, ça a été un grand point fort. On n'a pas plus le droit de dire néobanque, mais je vais quand même l'utiliser pour qu'on comprenne bien ce dont je parle. Aujourd'hui, dans les néobanques, c'est les gens qui font du service de compte sans avoir un agrément bancaire. Bien évidemment, aucune ne pouvait proposer des prêts et, a fortiori, aucune ne pouvait proposer des PGE. Aujourd'hui, grâce à October, un client Conto a non seulement accès à des prêts traditionnels, mais également accès à des PGE, mais en 2 secondes. Essayez d'être je ne sais pas, vous êtes consultant avec 2 salariés, vous allez voir votre agence bancaire et vous lui demandez un PGE. Là, je déclenche le compteur et vous faites la même opération sur Conto, mais ce sera le jour et la nuit. Vous n'aurez pas le temps de descendre dans votre station de métro pour aller voir votre banquier, que vous aurez déjà reçu la réponse Conto October. Donc c'est ça la révolution. Et la révolution, quand je dis regarder derrière,
c'est que ça paraît très simple, mais c'est pas de la l'user experience, c'est pas de l'interface. La réalité de ça, c'est que Conto nous a transmis des milliers d'historiques complets de ses clients bancaires, anonymisés, ça va de soi, je vous rassure tout de suite, sur lesquels notre équipe de data science a pu travailler, calibrer les modèles pour arriver à tout cela. Et le plus beau aujourd'hui dans cela, c'est qu'on arrive non seulement à faire des prêts, mais en plus à détecter des fraudes. C'est ça qui ne se voit pas, qui est derrière, sur des entreprises qui, par ailleurs, ont des crédits dans l'univers traditionnel. Donc ça montre que la technologie, parce que souvent c'est quelque chose où les fintechs sont montrés du doigt, les KYC seraient soi-disant moins bien faits, etc. Oui, non, je ne suis pas d'accord, parce que oui, on a les outils technologiques pour précisément lutter contre ça. Très bien. Alors, tout à l'heure, je fais le parallèle avec Elisabeth. Elisabeth nous a parlé des valeurs, que le partage des valeurs était un point crucial pour se dire on va travailler avec tel ou tel partenaire. Est-ce que vous, chez October, vous avez également des principes vis-à-vis de développer telle ou telle collaboration avec tel ou tel acteur et si oui, comment ça se passe concrètement ? C'est clair qu'avec Conto, on a à peu près le même profil, l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de recettes appliquées chez Conto qui sont appliquées chez October. Dans ce cas raisonné, ce que j'ai entendu dans la bouche d'Elisabeth et pourquoi on s'entend particulièrement bien avec Conto, d'abord, c'est une cohérence géographique dans nos offres. On est exactement présent dans les mêmes pays, à l'exception des Pays-Bas où on est et où Conto n'est pas encore pour l'instant. Donc, il y a un parfait overlap géographique. Essayez même, vous êtes Conto, vous dites tiens, je voudrais faire du prêt avec une banque traditionnelle, pourquoi pas. Essayez de trouver une banque française, ou même étrangère d'ailleurs, qui est présente dans 5 pays en Europe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ou si elles y sont pour faire du coverage grand compte. Mais il n'y a pas de banque qui savent faire des prêts à des TPE, PME dans 5 pays en Europe. Je suis preneur si vous avez un nom, mais je n'en vois pas. Elles auront des bureaux dans 5 pays, mais elles feront du coverage, du M&A, des choses comme ça, mais pas du prêt. Première chose. Deuxième chose, la culture du client au centre. On parlait du temps moyen de réponse et votre étonnement d'être une réponse en 3 heures. C'est pareil. Pourquoi, et ça je veux insister, pourquoi on arrive à faire de ça? Pourquoi ce n'est pas faisable dans une grande banque et pourquoi c'est faisable chez nous? Ce n'est pas simplement de dire à tout le monde le client est important, le client est important. C'est qu'il faut avoir les outils pour répondre, une messagerie unifiée. Et il faut être capable de le mesurer. Ça s'appelle en bon français un SLA, un Service Level Agreement. Nous, on s'est mis comme objectif, par exemple, sur les clients prêteurs, on répond en moyenne en 6 minutes. Nuit, jour et week-end compris. Pour répondre comme ça, faut-il encore le mesurer? Si vous n'avez pas une messagerie unifiée, un système technologique natif pour faire ça, ça ne marche pas. Aujourd'hui, moi-même, quand j'essaye souvent de contacter mon banquier traditionnel, j'ai une adresse email générique, j'ai un numéro de téléphone en 0800. Comment voulez-vous que j'ai une cohérence sur mon SLA, que je le mesure même? Donc c'est là où je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter. Donc voilà, et cette volonté d'innovation et l'avantage d'avoir aucune legacy aussi. C'est-à-dire que chez Conto, en l'occurrence, on arrivait sur un terrain totalement vierge, il ne l'avait jamais fait de prêt avant. Donc il n'y avait pas de problème à arriver avec des méthodes innovantes. Et ça, nous, on est persuadé que ce qu'on est en train de faire avec Conto aujourd'hui, j'insiste beaucoup parce que c'était la table ronde précédente, mais c'est vraiment le prêt en 2050. C'est comme ça qu'il se fera. Le prêt, et nous, on discute avec énormément de banquiers dits traditionnels, ils sont totalement conscients qu'ils ne peuvent plus fonctionner comme ils ont fonctionné. Et la période du Covid n'a fait qu'amplifier cette perception des choses. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas du tout en opposition. Mes exemples un peu piquants pourraient donner cette impression, mais ce n'est pas le cas. On n'est pas du tout en opposition avec les banques traditionnelles. Au contraire, on leur propose notre technologie en marque blanche. On appelait ça October Connect. Voilà encore un point commun avec Conto qu'à Conto Connect. October Connect qui permet quoi? Qui permet de dire à une banque traditionnelle, venez utiliser nos outils. Là, on a signé une grande banque tout à fait classique récemment, qui, sur tous les petits prêts qu'elle fait, nous a demandé d'analyser son portefeuille, parce qu'ils sont allés très vite pendant la période du Covid, ils ont fait énormément de prêts sur des petits montants. On leur a montré qu'ils avaient 4,5% de taux de fraude. Voilà, 4,5%.
Donc, on a mené une mission avec eux sur les prêts à venir. Ils ont remboursé 23 fois leur investissement grâce au montant qu'on leur a évité de perdre. Voilà. Donc ça, c'est la tech. Et encore une fois, j'insiste vraiment, la manière dont travaillent aujourd'hui pas mal d'acteurs en termes de compliance, KYC, c'est quelque chose qu'elles font pour être bien avec le régulateur, parce que ce régulateur, normalement, est comme ça. Donc bien sûr qu'il faut être bien avec le régulateur. Il faut demander les pièces que le régulateur demande, c'est une évidence. Mais il faut aller plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, les fraudeurs et les gens qui ont envie de pénétrer le système connaissent les règles demandées par les régulateurs et savent les contourner. Donc il faut aller un cran plus loin, il y a plein de technos pour ça, et c'est le seul moyen de faire cette transition du monde traditionnel au monde numérique, c'est de vraiment embrasser la technologie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un formidable vecteur d'efficacité. Très bien. Alors, tu évoquais cette feuille de route potentielle à 2050 dans laquelle October et Conto se sont engagés. Mais du coup, si on est dans une étape un peu plus court-termiste, en 2025, pour October, c'est quoi la feuille de route? Quelles sont justement les prochaines grandes innovations, les grands projets pour October? Je peux même me rapprocher si tu veux, je peux parler de 2021. Déjà pour montrer aujourd'hui le point très excitant pour nous, et si moi c'est ce qui m'anime au quotidien, c'est ce qui anime l'ensemble de l'équipe, c'est qu'on voit que maintenant qu'on a les prêteurs, maintenant qu'on a la technologie, maintenant qu'on a le fit avec le marché et qu'on est capable de tenir cette promesse du crédit au creux de la main, on a une accélération comme jamais. Je donne une stat qui est très simple. On arrive à la fin du mois de juin et avant de partir pour venir ici, je calculais le nombre de dossiers auxquels on a prêté de janvier à juin 2021. Eh bien, on a financé plus d'entreprises de janvier à juin 2021 que de janvier à juin 2017, 2018, 2019 et 2020 cumulés. Voilà. Donc ça vous montre l'accélération qu'il y a. Et aujourd'hui, on sent qu'on est sur quelque chose de très gros parce que ça accélère. On sent aussi qu'on est sur quelque chose de très gros parce que les banques traditionnelles aussi disent « Allez, maintenant, il faut qu'on passe outre cette legacy qu'on a et qu'on prenne que la révolution numérique ne concerne pas que le client particulier. » Au début, ça a été beaucoup ça, mettre du numérique pour le particulier en disant « Non, non, l'entrepreneur, lui, c'est l'artisanal, c'est la relation humaine. » Bien sûr, tout le monde aime les hommes, mais le sujet n'est pas que là. Il faut encore parler avec des hommes pour des tâches à valeur ajoutée. Un homme qui vient vous demander pour la 5e fois votre pièce d'identité, ce n'est pas un homme qui vous intéresse. Très bien. Dernière question. Tu parles de cette hyper-croissance. Donc j'imagine le portefeuille client grandit, les équipes grandissent, sans doute les process finalement s'allongent également. Est-ce que tu anticipes déjà cette hyper-croissance et comment faire pour rester innovant, rester agile dans cette hyper-croissance tout en essayant d'éviter quelque part que ça devienne juste n'importe quoi? D'abord, on est obligé d'avoir des process. On ne peut pas croître sans process, sans rigueur, surtout quand la matière première que vous traitez, c'est de l'argent. Vous vous égarez quelques paires de chaussures parce que vous êtes e-commerçant. C'est pas génial, vous aurez quelques mauvaises critiques, mais vous en remettrez. Vous égarez de l'argent pour des clients. Non seulement vous aurez problème avec les clients, mais avec votre régulateur. Donc ça, c'est pas possible. La deuxième chose, c'est de cultiver cet état d'esprit. On parlait de mettre le client au centre, mais en interne, d'être suffisamment lucide pour accepter de casser ce qu'on a fait il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, en permanence. Et nos process changent en permanence. En permanence, on questionne ce que l'on a fait et pourquoi pas l'abandonner, le casser, recommencer de zéro, parce que c'est souvent le seul moyen de repartir efficacement. Et j'ai plus le nombre d'itérations qu'on a fait sur nos process, mais en permanence on casse, en permanence on abandonne des outils. C'est l'unique moyen de ne pas sédimenter des couches inutiles. Merci beaucoup en tout cas Olivier pour ce beau partage d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou dans l'audience online? J'aurais une question. Bonjour. Est-ce que vous pouvez parler
Vous pouvez parler des détails du modèle crédit pour analyser le default, le crédit de vos clients. Vous en avez légèrement parlé, c'est une analyse crédit traditionnelle ou c'est des modèles à partir de certains... Alors, ouais, les modèles diffèrent déjà en fonction de la taille des entreprises. Bien sûr, on regarde des ratios financiers comme tout le monde. De ce point de vue, une analyse assez classique. Mais on n'est pas forcément classique dans les informations qu'on regarde. Grosso modo, pour faire une note de crédit, on regarde 3 choses. On regarde la qualité financière de l'entreprise, on regarde le marché dans lequel elle évolue et on regarde les hommes qui la dirigent. Et c'est ces 3 composantes qui donnent à la fin en scoring une probabilité de défaut. Ce qui est très intéressant, par exemple, et je reste sur mon exemple Conto, c'est qu'on fait quelque chose qu'aujourd'hui les banques ne font pas, c'est du scoring à partir des seules transactions bancaires. Là où d'habitude on demande des liasses fiscales pour avoir les bilans et comptes de résultats. Notre conviction ici, c'est que ça ne sert à rien. Vous êtes 3 consultants, je ne sais pas, en ressources humaines, vous voulez emprunter de l'argent. Regardez votre bilan, on ne va pas m'apprendre grand-chose. Je vais peut-être apprendre que vous avez une voiture de fonction, que vous avez une provision dessus, peut-être 1 ou 2 provisions pour clients douteux. Et alors, ça date, ces chiffres sûrement d'il y a 8-12 mois en arrière. Je préfère en fait regarder votre compte en banque. Je préfère regarder les flux, je préfère savoir si la semaine dernière vous avez fait facturer, je préfère savoir combien de fois vous êtes à découvert par an, je préfère savoir si vous êtes à jour de vos charges sociales, si vous avez d'autres prêts, parce que je les vois, il y a des prélèvements régulièrement. Est-ce que vous payez? Est-ce que vous avez des prêts mais vous avez arrêté de payer? Est-ce que c'est un prêt excédent ou est-ce que c'est une conciliation qu'on ne peut pas voir par définition dans un bilan? Donc c'est toutes ces infos-là. Ça, c'est assez en rupture. C'est quelque chose qui est d'ailleurs toujours étonnant pour moi. Autant il y a 20 ans, quand les banques faisaient des prêts aux entreprises, elles leur demandaient leur levée de compte, autant elles ne le font plus aujourd'hui. Ce qui est assez surprenant parce qu'on le fait pour des clientèles particulières, on ne le fait pas pour des clientèles entreprises. Et comme les entreprises sont quasiment toutes multibancarisées à partir d'une certaine taille, c'est un vrai problème. Merci beaucoup. C'est différent.